Merci, Monsieur le Président. Merci aux organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de présenter quelques-uns des éléments d'une recherche en cours. Merci au public qui reste nombreux, bien que nous soyons assez tard. Pour ma présentation, donc, je partirai d'une question historiographique. Comme vous l'avez dit, Monsieur Dumoulin, il y a une récente mise à jour des droits de l'homme dans la recherche historique, qui s'appuie essentiellement sur une vision informée par les États-Unis, par les chercheurs américains qui travaillent sur la façon dont les droits de l'homme ont été suscités, ressuscités dans les années 1970, avec un effet, c'est qu'ils insistent énormément sur la société civile, sur le tournant, virage, je ne sais pas, des années 1970, et qu'au final, il y a à la fois un effet d'imposition de l'agenda américain, de la conception éventuellement des droits de l'homme, mais également des pratiques des droits de l'homme qui sont développées depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale. Indéniablement, il y a une restructuration du discours sur les droits de l'homme dans les années 70, mais il tend à occulter finalement toute une politique structurée de défense des droits dans les années 1940, dont le moment clé assez connu est évidemment la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme à New York le 10 décembre 1948. Mais on a l'impression que finalement ce moment surgit un peu de nulle part et se contente d'être la réaffirmation d'un credo libéral post-Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin, qu'il existe à ce moment-là des acteurs qui ont des statuts différents, qui sont en nombre limité, qui sont en dialogue, mais qui sont cohérents entre eux. Ce que je vais essayer de montrer dans cette communication, ces hommes sont pour l'essentiel formés dans l'entre-deux-guerres, ils sont issus des rangs de la résistance, puisque je vais m'appuyer moi sur le cas français, et ils formeraient ce qu'on appelle, ce qui a été dans le jargon depuis utilisé comme communauté épistémique, partageant à la fois une vision du monde et des moyens d'agir sur ce monde, structurés par la vision commune et les méthodes pour mettre en œuvre les droits de l'homme. Donc je vais développer trois parties. La première, voilà, sera de se demander si les droits de l'homme sont bien le ciment d'une communauté épistémique, et tout d'abord l'élément nouveau d'une doctrine diplomatique et l'élaboration d'un leadership pour le retour à la paix. Donc il y a dans l'entre-deux-guerres, au sein de l'OIT et de donc, institutions spécialisées associées à la SDN, toute une expertise sur les politiques sociales transnationales et un esprit particulier qu'on retrouve exposé par Étienne de Thrace dans un roman qui s'appelle... Enfin, pas dans un roman, dans un texte qui est un essai, plus ou moins, qui s'appelle L'Esprit de Genève. Et en fait, cet esprit-là et ces manières de faire sont des choses qui vont se transposer puisque en réalité, les hommes qui sont à la SDN formeraient justement, c'est à ce sujet-là qu'a été utilisé le terme de communauté épistémique, un ensemble de personnes, de personnalités, des juristes, des experts en économie politique, qui auraient connu à la SDN et à Genève une forme de socialisation à la rhétorique universelle. L'exemple le plus connu est celui du réseau socialiste réformiste d'Albert Thomas, le Français Albert Thomas, qu'il constitue pendant la Première Guerre mondiale, qu'on retrouve à l'OIT lorsqu'il en est président. J'ai l'air d'être assez loin de 1945, mais je vais m'en rapprocher très rapidement. Cette nébuleuse, en fait, retrouve son prolongement dans les juristes qui représentent la France dans les organisations internationales nouvellement créées à partir de 1945, notamment au sein du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, puisque à ce moment-là, l'importance est grande pour la France. La France a un problème diplomatique, puisque les États-Unis donnent l'impulsion mondiale, et que sur les questions de droits de l'homme, l'impulsion a été donnée par le célèbre discours de Franklin Delano Roosevelt sur les 4 libertés, en 1941. Et la France est toujours à essayer finalement de conserver une position éminente sur ces questions. Par exemple, De Gaulle, le 23 juin 1942, le déclare très explicitement. Alors, il déclare... Voilà. Nous voulons que l'organisation mécanique des masses humaines, que l'ennemi a réalisée au mépris de toute religion, de toute morale, de toute charité, sous prétexte d'être assez fort pour pouvoir opprimer les autres, soit définitivement abolie. Et nous voulons en même temps que, dans un puissant renouveau des ressources de la nation et de l'Empire par une technique dirigée, l'idéal séculaire français de liberté, d'égalité et de fraternité soit désormais mis en pratique chez nous,
de telle sorte que chacun soit libre de sa pensée, de ses croyances, de ses actions, que chacun ait, au départ de son activité sociale, des chances égales à celles de tous les autres, que chacun soit respecté par tous et aidé s'il en a besoin. Et nous entendons que la France occupe, dans le système international, la place éminente qui lui est assignée par sa valeur et par son génie. La France et le monde luttent et souffrent pour la liberté, la justice, le droit des gens à disposer d'eux-mêmes. Il faut que le droit des gens à disposer d'eux-mêmes, la justice et la liberté gagnent cette guerre, en fait comme en droit, au profit de chaque homme comme au profit de chaque État. Donc ce discours, finalement, de Gaulle qui tranche... Oui. Je vois René Cassin, dites-nous qui sont les personnes là. Si vous le permettez, j'y viens juste après. Merci. Donc ce discours tranche avec la perception finalement d'une politique étrangère gaulienne de la puissance simple, ou alors elle est un symptôme justement d'un renouveau dans le discours de cette puissance, symptôme qui montre aussi que la France est un peu sur la touche, puisque la question des lieux d'installation des institutions internationales est un problème pour la France. La France milite pour Genève, c'est New York qui est choisi pour l'ONU. Publiquement, il y a des échanges assez verts sur cette question-là. Également, deuxième raison, la déstructuration peut-être partielle du réseau diplomatique, puisque la France a besoin de reconstruire une partie de son réseau diplomatique, et ce sont de nouveaux hommes, en partie, qui vont se trouver promus à la représentation de la France. Ces hommes, bien justement, j'y viens. Quelle est la cohérence de ce groupe? Évidemment, au cœur de cela, je ne remets pas en question du tout la présence de René Cassin, professeur de droit, pilier de la France libre, profil de juriste universitaire, qui fait de lui la plume juridique de Gaulle. Il est monsieur le professeur, tel qu'on l'appelle à Londres, qu'il rejoint dès octobre 1940. Il devient en 1942 responsable des études de l'organisation internationale à construire au sein du Comité national aux affaires étrangères, qui est créé par De Gaulle, avec à sa tête Maurice Dejean. Il est également membre, aux côtés d'Henri Logier et de Vincent Auriol, de la commission chargée de l'organisation de la sécurité internationale, créée en 1944. Il est membre du Conseil d'État, dont il devient le vice-président en septembre 1944. Bref, il est une très forte personnalité juridique et éventuellement politique. Je mets un éventuellement. Il dispose d'une forte compétence dans les instances internationales, puisque c'est un ancien de la SDN. Il est représentant des anciens combattants dans la délégation de la SDN à partir de 1924. C'est là qu'il rencontre, par exemple, Joseph-Paul Boncourt, que nous retrouverons, ainsi que le commandant à l'époque, Charles de Gaulle, lors d'une conférence sur le désarmement en 1932. Et il les retrouve à San Francisco en 1945-46. Enfin, il retrouve, Joseph-Paul Boncourt. Sa première position, celle de René Cassin, c'est défendre l'idée qu'une institution doit obtenir, et il le croyait déjà à propos de la SDN, la transposition de la Déclaration des droits de l'homme dans l'ordre international. Donc il est envoyé à San Francisco et à Dumbarton Oaks, lorsqu'il en revient, une commission est réalisée à l'initiative du ministre des Affaires étrangères, Georges Bidault, et on retrouve en fait toute une série de personnalités qui ont des profils proches, puisque vous vouliez en savoir un peu plus sur cela. On trouve par exemple Joseph-Paul Boncourt, Vincent Auriol, Jules Badevant, qui est un juriste, Paul Bastide, juriste également, René Cassin, également Auguste Champetier de Ribes, Pierre Caux, Jacques Fouque-Duparc, juriste, Jean-Paul Boncourt, juriste, Pierre Renouvin, internationaliste, Charles Rist, économiste mais d'économie politique, donc un statut particulier, et Georges Sell. C'est-à-dire qu'il y a une très forte expertise qui apparaît déjà dans cette organisation, qui propose un rapport mettant en musique les propositions de Dumbarton Oaks, et qui aura beaucoup de mal d'ailleurs à être accepté, mais c'est peut-être autre chose. Cassin rejoint ensuite, à la demande du à la demande du gouvernement, la commission provisoire au nucléaire des droits de l'homme, à la demande du secrétariat des conférences, et à partir de là se construit une figure de lui comme père des droits de l'homme, qu'il entretient d'ailleurs savamment par ses propres contributions, c'est-à-dire qu'il remet constamment dans ses mémoires, jusqu'à ses mémoires, sa présence. Il devient prix Nobel de la paix en 1968. Ses biographes participent aussi de cela, mais on oublie qu'il y a 18 membres dans cette commission, que je ne vais pas passer tous en revue, mais ce qui m'intéresse, c'est peut-être de poser des jalons sur quelques-uns.
À côté de René Cassin, on trouve finalement des juristes qui sont très souvent issus de l'école du droit des gens, de l'entre-deux-guerres, qui est fédérée par Albert Jouffre de la Pradelle, donc des juristes internationalistes. Par exemple, Jacques Fouque-Duparc, qui est ministre plénipotentiaire représentant la France à la conférence de San Francisco, puis au sein de l'ONU, entre 1945 et 1947, est docteur en droit. Sa thèse, qui a été publiée en 1922, est dirigée par Albert Jouffre de la Pradelle et s'intitule « La protection des minorités de race, de langue et de religion, étude de droit des gens », dans laquelle il signale que la garantie des droits humains est encore loin de présenter la même précision et la même certitude que les garanties accordées dans le droit interne aux libertés individuelles. Donc on a affaire finalement à des juristes qui sont les promoteurs aussi d'une idée, l'idée d'une transposition des droits de l'homme en droit positif, et qui en viennent à légitimer finalement une nouvelle approche du droit international dans lequel le droit des gens n'est pas seulement celui des États, mais également celui des personnes. Cassin, de son côté, publie également un texte resté assez célèbre, en tout cas chez les juristes, sur les droits de l'homme liés au domicile d'un individu, plus qu'à sa nationalité. Bref, on a comme ça un réseau qui se constitue. Un deuxième réseau, micro-réseau, que je vais évoquer très rapidement pour ne pas manger trop de temps, qui est au sein du Comité général d'études, fondé en 1942. On a là, en France, un courant résistant, une organisation résistante, dans laquelle on retrouve des gens qui vont être ensuite dans les instances internationales. Par exemple, Paul Bastide, dont j'ai déjà parlé, Robert Lacoste, François de Menton, puis Pierre-Henri Teitgen rejoint le CGE. Ils vont être à l'origine d'une proposition de nouvelle constitution pour la France, qui va être l'une de celles qui dit qu'il faut absolument faire entamer cette nouvelle constitution par une déclaration de droit. Donc revenir finalement à une histoire juridique et politique de la France qu'ils signalent, puisqu'ils disent « La France et l'Europe viennent de vivre des années de servitude politique où les principes fondamentaux de la vie en société ont été bafoués et tournés en dérision. Il est utile pour les Français, comme pour le renom de la France, qu'une affirmation solennelle vienne briser les effets de la tyrannie et de sa propagande. » Et un peu plus loin, « Le comité n'a pas voulu reprendre la déclaration de 1789 ni celle de 1848, malgré leur haute valeur. » Donc ils estiment qu'il faut l'adapter aux exigences du temps. L'autre aspect qui m'intéresse sur ce groupe, c'est évidemment la question de la sociabilité. Se crée une sociabilité de gens qui ensuite vont naviguer dans les institutions, mais qui se sont rencontrés, qui se connaissent, qui ne sont pas toujours d'accord d'ailleurs, mais qui au moins valide un certain nombre d'hypothèses ensemble. Et par exemple, évidemment, Paul Bastide, qu'on retrouvera par la suite, il accueille chez lui tous ces gens-là qui vont former le noyau des défenseurs des droits de l'homme du côté français. Ce qui m'amène, un grand 2, du Forum à la Reine, une topographie des droits de l'homme, juste pour signaler, j'irai un peu plus vite, qu'il y a d'abord une forte circulation entre les échelles des idées et des hommes entre 1944 et 1949. Dans la France de 1944, on parle beaucoup de retrouver le sens de la patrie à travers la valorisation de son héritage historique, aussi bien révolutionnaire que républicain, ce qui n'est pas forcément gagné auprès de l'ensemble des acteurs. Il y a des débats à l'Assemblée constituante qui sont présidés par André Philippe. André Philippe est socialiste, mais connaît le CGE pour avoir fréquenté ses membres pendant la guerre. Il est le président de la commission qui va étudier le nouveau préambule à la Constitution et lui-même va piloter les débats. Ensuite, on va déplacer le curseur. En France, on adopte finalement une déclaration de droit dans la Constitution de 1946 et en même temps, les Français sont présents, comme je l'avais déjà évoqué, aux États-Unis, avec Joseph-Paul Boncourt, Jules Badevant ou Jacques Fouque-Duparc, qui sont présents à Dumbarton Oak, et à San Francisco en juin 1945, et qui vont participer également à l'ECOSOC. Et c'est l'ECOSOC où on retrouve aussi donc, tout un réseau, également Pierre Mendès France, et c'est à l'ECOSOC qu'on propose la rédaction d'un pacte des droits de l'homme. La France, sur ce terrain-là, prend beaucoup d'avance, ou en tout cas décide de prendre de l'avance, puisque dès avril 1947, le ministère français des Affaires étrangères se dote d'une commission consultative en vue de préparer les travaux des commissions des Nations Unies chargées par l'Assemblée générale de la codification du droit international et de la définition des droits et des devoirs des États et des droits de l'homme. Tout simplement, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a été créée
Elle est présidée par René Cassin, composée de 11 membres. Et parmi ces 11 membres, qui trouve-t-on? Suzanne Badevant-Bastide, fille de Jules Badevant et épouse de Paul Bastide, également professeur de droit elle-même. On trouve Jean Boissary, procureur général à la Cour d'appel de Paris, l'abbé Boulier, Charles Chaumont, professeur de droit, Henri Donnedieu de Vabre, professeur de droit, juge titulaire lors des procès de Nuremberg, où il rencontre Pierre-Henri Teitgen, Jacques Fouque-Duparc, qui est directeur du secrétariat des conférences, Marcel Plaisant, qui est juriste internationaliste et membre de la Commission internationale de coopération intellectuelle à Genève, enfin, qui était, et enfin Georges Sell, enfin, parmi d'autres, Georges Sell, professeur de droit international, président de la Commission du droit international des Nations Unies et président à Genève de l'Institut des hautes études internationales. Donc on a vraiment comme ça toute une organisation. Cette organisation se prolonge, et j'en viens à la question européenne, puisque évidemment, hein, dans notre travail, c'est important. Dernière étape, la trajectoire aux Pays-Bas avec le Conseil de l'Europe, le Congrès de l'Europe de La Haye, en mai 1948. Là aussi, on est à la fois sur un enjeu de politique interne, de politique européenne et de politique internationale. Les deux premières délégations en volume sont la délégation française et la délégation anglaise. Et il y a une espèce de communauté d'unanimisme dans le cadre de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'échelle internationale, puisque même les Anglais disent, par exemple Bevin, qu'il faut mettre en valeur l'unité culturelle et spirituelle essentielle de la France au profit d'un gouvernement du monde, dont une étape pratique sur la constitution d'unités larges. Et Churchill d'ajouter, alors qu'ils ne sont pas tout à fait en accord quand même, que lors d'un meeting, il signale qu'une déclaration des droits est un point central de l'agenda des relations internationales, et il signale même que la Charte des droits de l'homme doit être une déclaration de l'idéologie occidentale et la condition de l'appartenance à l'Union européenne. Donc on est vraiment dans une espèce de logique unanimiste où on retrouve finalement tous ces acteurs qui vont affirmer la force du droit. Ah, tant pis pour la suite peut-être. Ah non, c'est bon. Et cette force du droit, elle se retrouve évidemment dans le projet d'une Cour européenne des droits de l'homme, où on trouve, là encore, des spécialistes. Alors pour les Français, il y a Claude Colliard, mais je signale par exemple aussi des Belges, honneur à nos hôtes, Charles de Vichère et Étienne de la Vallée-Poussin, qui sont eux aussi des juristes internationaux, mais également des européistes relativement convaincus, ce qui finalement fait un élément de la convergence de cette identité qu'on retrouve, où les droits de l'homme et la construction européenne sont fortement associés. Mais pas n'importe quelle conception, puisque je l'ai dit, hein, il y a Pierre-Henri Teitgen, et c'est une conception très judiciaire des droits de l'homme, puisque la commission que préside Pierre-Henri Teitgen, justement sur les questions juridiques administratives, propose de reprendre des éléments de la Déclaration universelle, puisque le texte a une autorité morale et la valeur technique d'un document, mais certains débats qui ne sont pas tranchés sont laissés de côté. Par exemple, je signale l'article 1, paragraphe 5. Certes, les libertés professionnelles et les droits sociaux d'une valeur capitale devront eux aussi à l'avenir être définis et protégés, mais qui ne comprendra qu'il convient de commencer par le commencement, de garantir dans l'Union européenne la démocratie politique, puis de coordonner nos économies avant d'entreprendre la généralisation de la démocratie sociale. Bon, je me suis permis de le surinterpréter un peu, vous m'excuserez. Troisième temps, sur lequel je serai très 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 bref, car il me reste 1 minute 50, si je ne me trompe. De quelle politique, finalement, parle-t-on ? Eh bien, je choisis de considérer les droits de l'homme comme une politique publique. Une politique publique comme une autre, c'est-à-dire répondant finalement à un référentiel. Ce n'est pas juste une question d'espace où s'affrontent des acteurs en fonction de leurs intérêts, mais aussi un lieu où une société donnée construit son rapport au monde, et donc les représentations qu'elle se donne pour comprendre et agir sur le réel tel qu'il est perçu. J'emprunte la formule à Pierre Muller. Ça veut dire définir ce qui doit être protégé, rendre compte de cette protection dès 1942. D'abord, en gravant l'héritage des sociétés démocratiques conscientes de leur propre fragilité, et puis en même temps en proposant un modèle de régulation des relations internationales à partir de 1942. Puis donner la plus grande publicité possible à la Déclaration universelle, ce qui permet à la France, par la même occasion, de vérifier l'état de ses relations avec un certain nombre de pays. Par exemple, en envoyant une lettre
à l'ensemble de ces ambassadeurs le 25 mars 1949, où on demande de vérifier si la déclaration trouve bien sa transcription. Cette transcription, eh bien, les chargés d'affaires renvoient par exemple Bertrand de la Sablière pour la Turquie, qui signale: le gouvernement turc semble procéder avec beaucoup de discrétion à la publicité d'une résolution à laquelle il souscrit pour des motifs de propagande internationale. Si vous le voulez bien, je vais prendre 2 minutes de plus, si ça ne vous dérange pas. Maximum. Alors je vais très vite. Grand maximum. Question de moyens, rendre compte aussi de la façon dont les États donc mettent en œuvre, et surtout le prélude à une diplomatie des droits de l'homme. Mais pas diplomatie au sens humanitaire du terme, diplomatie au sens où, par exemple, juste une citation rapide, Pierre Mendès France, les délégations slaves ont à différentes reprises préféré défendre sans espoir des positions extrêmes plutôt que de se rallier à des formules de compromis acceptables par tous. Et donc de dire que finalement se constitue une sorte de troisième force autour des droits de l'homme par la France qui essaie, alors pas la France seule évidemment, hein, je le regarde sous cet angle-là, avec d'autres États, pour essayer justement de contrecarrer cette présence, mais avec une vraie difficulté finalement à arriver elle-même à assumer jusqu'au bout, puisque je rappelle que les conventions sont signées beaucoup plus tard. Enfin, la fragilité même des acteurs, puisque René Cassin se voit à un moment écarté en 1946 de la tête de la délégation française à la Commission des droits de l'homme, et qu'il y revient parce qu'en réalité, il est une personnalité qui a fait en fait beaucoup de bruit à New York pour essayer de conserver son poste. Au final, et conclusion, je saute beaucoup de choses, je reviens à cette idée qu'une idée sans les hommes qui le défendent n'a pas beaucoup de sens. Et qu'en l'occurrence, le problème de la France, c'est justement d'arriver à défendre ce qui apparaît comme étant son patrimoine, ce qui apparaît comme étant finalement un instrument de sa politique internationale, en même temps qu'elle construit une tentative pour être présente sur la scène internationale, et contrôler finalement un discours, ce que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, vous en excuserez, sur ce dont on ne doit pas parler, par exemple la décolonisation, sur ce qui pose problème, la guerre froide. Et les droits de l'homme deviennent un instrument, là encore, d'une politique, en même temps que peut-être l'ébauche d'une nouvelle vision du monde. Je vous remercie de votre attention.